Le fils du PDG courut vers la fillette des rues en criant « Ils ont frappé mon père, il est en train de mourir ». Mais personne ne s'attendait à ce que cette pauvre petite fille possède un don secret qui allait choquer tout le monde. Avant de plonger dans l'histoire, laissez un commentaire ci-dessous et dites-nous d'où vous regardez. Profitez de l'histoire. La pluie d'automne martelait les rues de Paris, alors qu'Étienne Lefebvre, 7 ans, courait plus vite qu'il ne l'avait jamais fait de toute sa vie. Ses petits poumons brûlaient, les larmes se mêlaient à la pluie sur ses joues, et sa voix se brisait tandis qu'il hurlait dans l'obscurité. « Au secours, quelqu'un m'aide, ils sont en train de tuer mon père. » Mais ce n'était pas le quartier sûr où vivait Étienne. Le chauffeur de son père avait pris un raccourci par un quartier malfamé. Et maintenant, Marc Lefebvre gisait ensanglanté dans une ruelle à 3 pâtés de maisons de là. Les assaillants avaient nu fui lorsqu'ils avaient entendu les sirènes au loin. Mais Marc Lefebvre, l'un des jeunes PDG les plus prospères de Paris, ne bougeait pas. Il y avait tellement de sang. Les baskets de marque d'Étienne éclaboussaient les flaques, tandis qu'il courait, cherchant désespérément quelqu'un qui pourrait aider. La rue était presque vide. Puis, illuminé par un réverbère vacillant, il la vit. Une petite silhouette, accroupie près d'une benne à ordures, couverte d'une couverture en lambeaux qui avait autrefois été rose. Ses cheveux blonds en bataille tombaient en mèches emmêlées autour d'un visage maculé de saleté. Elle leva les yeux vers lui, ses yeux bleus étonnamment profonds, semblant bien trop mûrs pour son âge. « S'il te plaît » haleta Étienne, attrapant le bras mince de la fillette. « Ils ont blessé mon père. Il est en train de mourir. Il y a du sang partout et il ne se réveille pas. » La plupart des gens auraient fui. La plupart des enfants auraient hurlé. Mais cette petite fille se leva avec un calme presque surnaturel. Elle regarda le visage terrifié d'Étienne, puis ses mains encore tachées du sang de son père. « Montre-moi » dit-elle simplement. Sa voix semblait peu utilisée. Étienne ne questionna pas. Il attrapa sa main et la tira vers la ruelle, le cœur battant à tout rompre contre sa poitrine. Ils trouvèrent Marc Lefebvre, exactement comme Étienne l'avait laissé affalé contre le mur en pierre, son costume coûteux imbibé de sang. Sa respiration était faible et irrégulière. Son téléphone gisait brisé à proximité. Il tenta d'appeler à l'aide avant de perdre connaissance. La petite fille s'agenouilla à côté de Marc sans hésitation, ses petites mains bougeant avec une précision surprenante. Elle posa ses doigts sur son cou, vérifiant son pouls. Puis elle examina la blessure sur son flanc, là où le couteau avait pénétré. « Comment tu t'appelles » demanda-t-elle à Étienne, la voix ferme malgré l'horreur devant eux. « Et Étienne » balbutia-t-il. « Je m'appelle Lila. » « Étienne, écoute-moi très attentivement. Enlève ta veste. »« Quoi ?» ?»« Mais mon père maintenant. » Le ton de commandement dans sa voix le fit obéir instantanément. Il ôta sa veste de ses mains tremblantes. « Plie-la bien. Fais-la aussi petite que possible. » Lila retirait déjà son propre pull en lambeaux, révélant un t-shirt sale en dessous. Elle déchira le pull en bande avec une force impossible pour quelqu'un d'aussi petit. Étienne regardait en silence, stupéfait, cette fillette des rues s'occuper de son père, comme si elle l'avait fait des centaines de fois. Elle froissa sa veste contre la blessure, appuyant fort. « Tiens bon, appuie aussi fort que tu peux. Ne relâche pas quoi qu'il arrive. » Les mains d'Étienne remplacèrent les siennes, et il sentit le sang chaud de son père imbiber le tissu. Lila attacha les bandes de pull autour du torse de Marc, créant un bandage compressif improvisé. Ses gestes étaient précis, presque cliniques. « Comment sais-tu faire ça ?» murmura Étienne. Lila ne répondit pas.
Elle vérifia de nouveau la respiration de Marc, inclinant légèrement sa tête pour dégager les voies respiratoires. Il est en état de choc. Il faut le garder au chaud. Elle prit la couverture en lambeaux qu'elle portait et la posa sur les jambes de Marc. Au loin, les sirènes devinrent plus fortes. L'ambulance pour laquelle Étienne avait prié arrivait enfin. « Tu l'as sauvé » souffla Étienne, regardant Lila avec émerveillement. Pour la première fois, une émotion traversa le visage de Lila, quelque chose de douloureux et brut. « Mon papa m'a appris » murmura-t-elle. « Avant... » Elle ne finit pas sa phrase. L'ambulance tourna dans la ruelle, les inondant tous de lumière rouge et blanche. Les ambulanciers se précipitèrent et soudain des adultes étaient partout, posant des questions et prenant leur lait. Un ambulancier s'agenouilla à côté de Lila. « Ma chérie, c'est toi qui as fait ça. » Lila hocha silencieusement la tête. « Tu as maintenu la pression sur la plaie, créé un bandage compressif. Quel âge as-tu? » 7 ans. Les yeux de l'ambulancier s'écarquillèrent. « Qui t'a appris ça? » Mais Lila se tut de nouveau, se retirant dans elle-même comme une tortue se repliant sur sa carapace. Les ambulanciers chargèrent Marc sur une civière, travaillant rapidement. L'un d'eux se tourna vers Étienne. « Tu as bien fait, fiston. Tu as sauvé la vie de ton père en allant chercher de l'aide. »« Pas moi, » insista Étienne en tendant la main vers Lila. « C'est elle. Elle savait quoi faire. » Mais quand il se retourna, l'endroit où Lila se tenait était vide. Elle avait disparu dans la nuit pluvieuse comme un fantôme, ne laissant derrière elle qu'une bande de tissu rose, déchirée sur le trottoir mouillé. Lorsque les portes de l'ambulance se refermèrent et que le véhicule se dirigea vers l'hôpital Saint-Louis, Étienne pressa son visage contre la vitre, scrutant les rues sombres pour apercevoir une mèche de cheveux blonds. Son père était en vie, grâce à cette fillette des rues qui était apparue quand il en avait le plus besoin, puis avait disparu tout aussi mystérieusement. À l'arrière de l'ambulance, pendant que les ambulanciers stabilisaient Marc Lefebvre, ses yeux s'ouvrirent un instant. « Tu l'as vu » murmura-t-il à travers le masque à oxygène. « Qui, monsieur » demanda un ambulancier. « L'ange » souffla Marc avant de retomber dans l'inconscience. Mais ce n'était pas un ange. C'était Lila Moreau, et elle vivait dans ces rues depuis si longs mois, se cachant d'un passé qui avait tenté de la détruire. Ce qu'Étienne et son père ne savaient pas encore, c'était que les hommes qui avaient attaqué Marc cette nuit-là étaient liés aux mêmes personnes qui avaient assassiné toute la famille de Lila et qu'ils la cherchaient toujours. 3 jours plus tard, Marc Lefebvre ouvrit les yeux sur le plafond blanc et stérile de l'aile privée de l'hôpital. La morphine brouillait tout, mais le souvenir de cette nuit était limpide. Une petite fille blonde aux yeux profonds, travaillant sur lui avec des mains qui savaient exactement quoi faire. « Papa !» La voix d'Étienne se brisa de soulagement. Il n'avait presque pas quitté le chevet de son père depuis l'opération. « Tu es réveillé. » Marc tenta de sourire, mais son flanc protestait violemment. « La fille » réussit-il à dire. « L'ont-ils retrouvée? » Le visage d'Étienne se décomposa. « Elle a disparu. J'ai cherché partout, papa. La police dit qu'il n'y a aucun enregistrement d'une enfant des rues correspondant à sa description dans le quartier. » Une infirmière arriva, en s'affairant, vérifiant les constantes de Marc avec une efficacité experte. « Monsieur Lefebvre, vous êtes très chanceux. Encore 10 minutes et vous auriez perdu trop de sang. Les ambulanciers disent bon que quelqu'un vous a stabilisé avant leur arrivée. Cela vous a donné le temps nécessaire. » « Une fillette de 7 ans, » dit Marc l'infirmière, marquant une pause les sourcils levés. « C'est impossible. Le bandage compressif, la façon dont la plaie a été traitée, cela nécessite une formation. » « C'était elle, » insista Étienne. « Je l'ai vue le faire. Elle savait exactement quoi faire. » Après le départ de l'infirmière, Marc prit la main de son fils.
Raconte-moi tout chaque détail que tu te souviens d'elle. Étienne décrivit Layla ses cheveux blonds, emmêlés la couverture rose en lambeaux, la manière dont elle bougeait avec détermination, malgré les mois passés dans la rue. Elle avait dit que son papa lui avait appris, mais s'était interrompu comme si cela faisait trop mal de se souvenir. L'esprit de Marc, même embrouillé par les analgésiques, se mit à travailler. Il avait construit un empire technologique valant 300 millions d'euros, en résolvant des problèmes que d'autres jugeaient impossibles. Et là, il fallait retrouver une seule petite fille perdue. Il déplacerait ciel et terre. « Donne-moi mon téléphone, dit-il à Étienne, et appelle l'inspectrice Sarah Dubois. Dis-lui que j'ai besoin de lui parler de toute urgence. Papa, tu viens juste de sortir d'une chirurgie d'urgence. Cette fille m'a sauvé la vie, Étienne. Elle est seule, dehors dans la rue. Dieu sait ce qui pourrait lui arriver. » La voix de Marc se fit plus ferme. « Nous allons la retrouver, et quand ce sera fait, je m'assurerai qu'elle n'aura plus jamais à dormir dans une ruelle. » Les yeux d'Étienne brillaient d'une détermination qui reflétait celle de son père. Promis, promis. Ce que Marc ne savait pas, c'est qu'en ce moment même, Lila était accroupie sur l'échelle de secours à l'extérieur de sa chambre d'hôpital, observant par la fenêtre. Elle y était chaque nuit, s'assurant que l'homme qu'elle avait sauvé allait bien. Quand elle le vit se réveiller et parler avec son fils de la retrouver, quelque chose se tordit dans sa poitrine, un sentiment qu'elle avait enfoui depuis 6 mois, l'espoir. Mais l'espoir était dangereux. L'espoir tuait parfois. Lila se retourna et descendit l'échelle de secours, disparaissant une nouvelle fois dans la ville. Elle ne pouvait pas se laisser trouver. Pas encore. Pas tant qu'elle n'était pas certaine qu'il ne collaborait pas avec les hommes qui avaient détruit sa famille. 6 mois plus tôt, Lila Moreau était une personne différente. Elle vivait dans un modeste appartement à Paris avec son père Jacques et sa mère Catherine. Son père travaillait comme ambulancier et chaque soir, il lui enseignait des choses, comment vérifier un pouls arrêter un saignement, reconnaître quand quelqu'un était en état de choc. « Pourquoi ai-je besoin de savoir ça, papa ?» avait demandé Lila, 7 ans, en pratiquant des compressions thoraciques sur un mannequin d'entraînement. « Parce que le savoir, c'est le pouvoir, ma princesse, » avait dit Jacques, ses yeux bienveillants plissés au coin. « Si tu sais comment aider les gens, tu ne te sentiras jamais impuissante. » Mais il avait eu tort. 3 semaines après son 7e anniversaire, Lila s'était sentie plus impuissante qu'elle n'aurait jamais pu l'imaginer. Son père avait été témoin d'un événement lors d'une intervention d'urgence, une transaction de drogue qui avait mal tourné, impliquant des personnes vêtues de costumes coûteux et aux connexions puissantes. Il avait dit à sa mère qu'il allait témoigner, car il devait faire ce qui était juste. La veille de sa rencontre avec les procureurs des hommes avait en fait irruption dans leur appartement. Lila s'était cachée dans son placard pendant un jeu de cache-cache avec sa mère, lorsqu'elle entendit les cris, les coups de feu et le silence terrifiant qui suivit. Elle resta dans ce placard pendant 8 heures, à peine respirée, écoutant les hommes fouiller l'appartement. « Morrison avait-il un enfant ?» demanda l'un d'eux. « Le patron veut que toutes les pistes soient bouclées. Aucun signe. Peut-être qu'elle est chez une amie. » Quand ils partirent, enfin, Lila sortit à 4 pattes et découvrit les corps de ses parents recouverts de draps des policiers, partout le ruban de scène de crime, bloquant l'accès à leur appartement. Une assistante sociale avait essayé de l'emmener dans un foyer temporaire, mais dans la confusion du traitement de la scène, Lila s'était échappée. Elle courait depuis ce jour. À présent, accroupie dans l'ombre en face de l'hôpital Saint-Louis, Lila observait l'entrée avec vigilance. Elle avait appris à repérer le danger, la façon dont certains hommes se déplaçaient, comment ils scrutaient la foule, comment ils parlaient dans des micros cachés. Et elle en vit un maintenant. Un homme en costume sombre se tenait près de l'entrée de l'hôpital, fumant une cigarette. Il semblait ordinaire, mais les instincts de Lila hurlaient danger.
Elle l'avait déjà vu cette nuit-là, dans la ruelle restant dans l'ombre, pendant que ses complices attaquaient Marc Lefebvre. Le sang de Lila se glaça. Ils n'avaient pas cherché à voler Marc. Ils avaient essayé de le tuer tout comme ils avaient tué ses parents. L'homme finit sa cigarette et entra dans l'hôpital. Le cœur de Lila battait à tout rompre. Marc et Étienne étaient là-haut sans protection, pensant probablement être en sécurité maintenant que Marc se remettait. Ils n'avaient aucune idée que le danger marchait droit vers eux. Lila prit une décision qui la terrifia. Elle ne pouvait pas laisser une autre famille mourir à cause de ces hommes, pas quand elle pouvait faire quelque chose. Elle remonta la capuche de son large manteau et traversa la rue, suivant l'homme dans l'hôpital. Elle n'avait que 7 ans, mais elle avait survécu dans ces rues pendant 6 mois. Elle avait appris à être invisible, à se fondre dans la foule, comme de la fumée, à recueillir des informations comme si sa vie en dépendait. Parce que c'était le cas. L'homme prit l'ascenseur jusqu'au 4e étage. Lila prit les escaliers, ses baskets usées silencieuses, sur les marches en béton. Lorsqu'elle arriva à l'étage de Marc, l'homme avait disparu au coin du couloir. Lila le suivit gardant ses distances, observant alors qu'il s'arrêtait devant une chambre, celle de Marc Lefebvre. Il n'y entra pas. Il sortit son téléphone et passa un appel. Lila s'approcha furtivement, se cachant derrière un chariot de médicaments. « La cible est toujours vivante », dit l'homme doucement. « Oui, je vois que l'enfant lui rend visite tous les jours. » Whitmore pose des questions, essayant de retrouver le petit rat des rues qui l'a aidé. Pause. « Non, nous n'avons pas encore localisé la fille Moreau. Elle est intelligente. Elle reste hors du réseau. » Les poings de Lila se serrèrent. Il connaissait son nom. Il savait qu'elle avait aidé Marc, ce qui signifiait qu'il savait qu'elle avait été là cette nuit-là et qu'elle pouvait potentiellement les identifier. Le patron veut que les 2 problèmes soient réglés discrètement, continua l'homme. Fait croire que Lefebvre a eu des complications suite à ses blessures, et si la fille refait surface, même protocole que pour les parents. La vision de Lila se brouilla de larmes, mais elle se força à rester concentrée. Elle ne pouvait pas prévenir Marc, et Étienne se montrait la mettrait immédiatement en danger, mais elle ne pouvait pas non plus les laisser seuls. Lorsque l'homme rangea son téléphone et s'éloigna, Lila prit une autre décision en une fraction de seconde. Elle avait passé 6 mois à survivre. Maintenant, il était temps de riposter. Mais d'abord, elle avait besoin de preuves. Elle avait besoin de preuves qui exposeraient ces hommes pour ce qu'ils étaient, et elle savait exactement où les trouver. Inspectrice Sarah Dubois était assise en face de Marc, dans sa chambre d'hôpital Carnet, ouvert expression sceptique. « Monsieur Lefebvre, je comprends que vous vouliez retrouver cette fille, mais vous décrivez un fantôme. Aucun signalement de personne disparue ne correspond. Aucune vidéo de surveillance ne la montre. Aucun foyer pour enfants n'a de traces d'elle. Elle existe, insista Marc. Étienne l'a vue. Les ambulanciers l'ont vue agir. Nous ne nions pas que quelqu'un vous a aidé, mais retrouver un enfant qui ne veut pas être trouvé dans une ville de 8 millions d'habitants. » Sarah secoua la tête. « C'est comme chercher une aiguille dans une botte de foin. » Étienne, qui avait écouté tranquillement depuis sa chaise, prit la parole. « Et si on offrait une récompense? » « On le passe aux infos. Quelqu'un a dû la voir. » L'expression de Sarah s'adoucit. « Mon garçon, ça risquerait de faire plus de mal que de bien. Si cette fillette se cache, c'est sans doute pour une raison. La montrer aux actualités pourrait la mettre en danger. »« Danger de quoi ?» demanda Marc d'une voix brusque. La détective hésita, puis sortit un dossier. « J'ai creusé un peu votre dossier. L'attaque contre vous n'était pas aléatoire. Votre portefeuille n'a pas été volé. Votre montre non plus. Rien n'a été pris. C'était ciblé.
Un frisson glacé parcourut l'échine de Marc. Pourquoi quelqu'un me ciblerait-il? C'est ce que j'essaie de déterminer. Votre entreprise, Lefebvre Technologies, travaille sur des contrats sensibles pour l'état logiciel de chiffrement système de sécurité des données. Vous pensez que c'est de l'espionnage industriel ou quelqu'un qui veut envoyer un message? Sarah referma son dossier. C'est pour cela que je vous conseille de nous laisser nous occuper de retrouver la fillette. Si elle a assisté à l'attaque, elle est en danger aussi. Après le départ de Sarah, Marc resta assis troublé. Étienne se rapprocha du lit. « Papa, tu ne crois pas qu'il ferait du mal à une petite fille ici? » Marc pensa à la froideur dans le regard de ses assaillants, à l'efficacité avec laquelle ils avaient tenté de le tuer. « Je pense qu'il faut la retrouver avant que quelqu'un d'autre ne la trouve. » Il sortit son ordinateur portable grimaçant à cause de la douleur au flanc. « Étienne, tu as dit qu'elle était vers le coin de rue de Belleville et rue du Faubourg du Temple. »« Oui, près de l'ancienne benne, derrière la boulangerie chinoise. » Marc chargea des images satellites, des vues de rue, tout ce qui pouvait donner un indice. Il recoupa des articles sur des enfants sans abri, dans le secteur des publications, sur les réseaux sociaux, les registres des centres d'hébergement. Rien. Puis, Étienne dit quelque chose qui changea tout. Papa, elle a dit que son papa lui avait appris. Et si son papa était médecin ou ambulancier? Les doigts de Marc s'agitèrent sur le clavier. Il chercha des ambulanciers dans la région de Paris, puis affina la recherche sur ceux qui étaient morts ou portés disparus l'année passée. La liste fut heureusement courte, ce métier est dangereux, mais les morts restent rares. L'écran se rafraîchit. Un résultat sortit du lot. Jacques Moreau, lut Marc à voix haute. Ambulancier tué il y a 6 mois lors d'un cambriolage. Laissé dans le deuil son épouse, Catherine, et une fille. Il cliqua sur un article d'archives. Lila Moreau, 7 ans. Étienne se pencha par-dessus l'épaule de son père. Voilà son nom, Lila. Marc fixa la photo, accompagnant l'article une famille souriante. Mère-père et une petite fille blonde aux yeux bleus intenses, les mêmes yeux qu'il avait regardés cette nuit-là dans la ruelle. Les 2 parents ont été tués, lut-il d'une voix serrée. La police suspectait un lien avec une affaire dont Jacques Moreau avait été témoin, une fusillade liée à un trafic de drogue impliquant le milieu organisé. Il devait témoigner devant un juge d'instruction, dit Étienne à voix basse, incapable de finir. Ils ont tué ses parents parce qu'ils s'apprêtaient à témoigner. Alors, elle s'est enfuie. Elle se cache parce qu'elle a peur qu'on la retrouve aussi. Ah! La rage monta dans la poitrine de Marc, balayant un instant la douleur de sa blessure. Elle n'a que 7 ans. Elle a vu ses parents se faire tuer et elle vit dans la rue depuis 6 mois parce qu'elle n'a personne pour la protéger. On la protégera, déclara Étienne avec force. N'est-ce pas, papa? Marc regarda son fils, ce garçon courageux et compatissant qui avait couru dans des rues dangereuses pour sauver son père. Oui, on la protégera. Mais d'abord, il faut gagner sa confiance pour qu'elle accepte notre aide. Il ouvrit d'autres dossiers, creusant plus profondément dans l'affaire de Jacques Moreau. L'enquête avait été rapidement classée comme un simple cambriolage, malgré le témoignage imminent de Moreau. Les dossiers avaient été scellés. Les policiers qui avaient travaillé l'affaire avaient été mutés dans d'autres commissariats. « Ça n'a pas de sens », murmura Marc. « On dirait que quelqu'un a voulu enterrer ce dossier. » Son téléphone vibra un texto d'un numéro inconnu. « Arrêtez vos recherches, c'est votre seul avertissement. » Marc le montra à Étienne qui pâlit. « Papa, peut-être qu'on devrait. » « Non. » La voix de Marc resta ferme. « Je n'ai pas construit mon entreprise en reculant devant les difficultés. Cette petite fille a risqué sa sécurité pour me sauver. Je ne vais pas l'abandonner maintenant. » Il tapa sa réponse. « Venez,
et essayer de m'en empêcher. Ce que Marc ignorait, c'est que Lila se trouvait à ce moment précis dans la salle de sécurité de l'hôpital, s'étant faufilée par une entrée de service. Elle avait appris à crocheter des serrures plusieurs mois auparavant, une compétence qu'un ancien sans-abri lui avait enseignée par compassion. À présent, elle était assise devant les moniteurs de sécurité, observant les images de la nuit où Marc Lefebvre avait été attaqué ses petites mains, manipulant les commandes avec une habileté surprenante. Elle recherchait des preuves des éléments qui pourraient exposer les hommes ayant détruit leur vie à tous les deux. Et elle enregistrait tout sur une clé USB volée. Mais elle n'était pas seule dans ce bureau. L'homme en costume sombre avait fait demi-tour, suivant les mêmes instincts qui avaient fait de lui un exécuteur efficace pendant des années, et venait de trouver exactement ce que son patron recherchait. Les doigts de Lila se figèrent sur le clavier. Elle entendit des pas dans le couloir, juste à l'extérieur du bureau de sécurité. Lent, lourd, délibéré, ce qui indiquait que la personne savait exactement où elle allait. Son esprit s'emballa. La clé USB n'était qu'à moitié copiée. Il lui fallait encore 2 minutes, mais elle n'en avait pas. La poignée de la porte commença à tourner. Lila fit ce qu'elle avait déjà fait des centaines de fois. Elle se fit disparaître. Elle tomba au sol et se glissa sous le bureau, se faufilant dans l'espace étroit entre le mur et les armoires. Elle avait appris à se rendre petite, à respirer à peine, à devenir invisible. L'homme en costume entra dans la pièce. Lila vit ses chaussures coûteuses, sentit son parfum vif et chimique, le même qu'elle avait senti cette nuit-là dans son appartement. Son cœur battait si fort qu'elle était sûre qu'il pourrait l'entendre. Il s'avança vers l'ordinateur où elle était assise. Le bureau de sécurité était censé être verrouillé, murmura-t-il dans son téléphone. Ouais, quelqu'un a accédé aux images de 3 nuits auparavant. Pause. Les images de l'attaque contre Lefebvre. Lila le regarda sortir un appareil et le brancher sur l'ordinateur. L'écran devint noir. Il effaçait les images, détruisait les preuves. « Fini », dit-il. Aucun enregistrement de ce qui s'est passé cette nuit-là. Autant que quelqu'un sache, c'était une tentative de vol aléatoire. Pause. Et la fille? Le souffle de Lila se coupa. Si elle essayait de recueillir des preuves, cela signifiait qu'elle restait dans les parages. Probablement qu'elle surveillait Lefebvre. Les enfants de cet âge s'attachent aux personnes qu'ils sauvent. On va s'en servir. La voix de l'homme devint plus froide. Mettez en place une surveillance autour de l'hôpital. Elle finira par se montrer. Quand ce sera le cas, même protocole que pour les parents. Les mots résonnèrent dans la tête de Lila, la ramenant dans ce placard, au son des coups de feu au silence terrible. L'homme termina son appel et quitta le bureau. Lila resta figée sous le bureau pendant 3 longues minutes avant d'oser bouger. Lorsqu'elle sortit enfin, ses mains tremblaient. L'écran de l'ordinateur était vide. Les images avaient disparu. Sa seule chance de preuve avait été effacée, mais la clé USB restait branchée. Lila se précipita vers l'ordinateur, ses petites mains volant sur les touches. L'homme avait effacé le disque dur, mais il n'avait pas vérifié les périphériques externes. Les images continuaient de se copier sur sa clé USB. Elle regardait la barre de progression avancer lentement. 89%, 92%, 95%. De nouveaux pas dans le couloir. Lila arracha la clé USB à l'ordinateur à 97% et se précipita vers la porte. Elle fit 3 pas dans le couloir avant de voir d'autres hommes en costume venant dans l'autre direction. Elle était piégée. La voix de son père résonna dans sa mémoire. « Quand tu es en danger, princesse, parfois la chose la plus courageuse n'est pas de te battre, mais de savoir demander de l'aide. » Lila prit une décision qui la terrifiait, plus que n'importe quelle ruelle sombre ou nuit froide dans la rue. Elle ne courut pas loin de la chambre de Marc Lefebvre, mais vers elle.
Elle sprinta dans le couloir, ses baskets usées claquant sur le linoléum, les hommes criant derrière elle. Elle franchit la porte de la chambre de Marc, juste au moment où les hommes tournaient au coin. Marc et Étienne levèrent les yeux choqués lorsque la petite fille sale de la ruelle se jeta derrière le lit de Marc. « S'il vous plaît, » haleta Lila. « Ils vont me tuer comme ils ont tué mes parents, comme ils ont essayé de vous tuer. » Les yeux de Marc s'écarquillèrent. « Lila, tu sais mon nom. Nous te cherchions, » dit-il lentement, comme pour approcher un animal effrayé. « Tu es en sécurité maintenant. Je te promets que tu es en sécurité. »« Personne n'est en sécurité, » murmura Layla. Mais elle sortit la clé USB de sa poche. « Mais j'ai des preuves. J'ai la preuve de tout. » La porte claqua. 3 hommes en costume se tenaient dans l'encadrement, leur visage froid et calculateur. Celui devant sourit un sourire terrible qui n'atteignait pas ses yeux. « Monsieur Lefebvre, » dit-il d'une voix fluide. « Nous sommes la sécurité de l'hôpital. Cet enfant est une fugueuse que nous essayons de localiser. Nous allons nous en charger. »« Non, » dit fermement Marc. Il appuya sur le bouton d'appel de l'infirmière. « Cet enfant est sous ma protection. Si vous voulez l'emmener quelque part, il faudra passer par les voies légales. Police services sociaux. » Le sourire de l'homme s'évanouit. « Vous ne voulez pas faire ça, monsieur Lefebvre. Au contraire, je veux. » La voix de Marc restait stable, malgré la peur qui le traversait. « Et j'ai déjà appelé l'inspectrice Sarah Dubois. Elle arrive dans l'instant. » C'était un bluff, mais un bon. Les hommes échangèrent un regard. Ils ne pouvaient pas se permettre une scène. Pas avec le personnel réel de l'hôpital susceptible de répondre au bouton d'appel. Pas avec des témoins. « Ce n'est pas fini, » murmura l'homme en chef. Puis ils partirent, disparaissant dans le couloir comme des ombres. Lila s'affaissa contre le mur, l'épuisement et le soulagement se mêlant en elle. Étienne s'approcha lentement, lui tendant la main. « Ça va, » dit-il doucement. « Mon père ne ment pas. S'il dit que tu es en sécurité, tu es en sécurité. » Lila regarda la main, puis le visage bienveillant d'Étienne, puis Marc, qui la fixait avec une expression qu'elle avait presque oubliée, celle des adultes qui veulent réellement aider et non faire du mal. Elle prit la main d'Étienne. « Ils ont tué maman et papa, » murmura-t-elle. « Et ils vont te tuer aussi, si tu m'aides. » Marc saisit son téléphone et appela cette fois réellement l'inspectrice Sarah Dubois. Il faut s'assurer que ça n'arrive pas. Il commença par ce qu'il y avait sur cette clé USB. Lila serra la clé plus fort. 6 mois de cachette seule terrifiée, mais peut-être, juste peut-être, elle n'avait plus à faire ça toute seule. « Mon papa disait, le savoir c'est le pouvoir, » dit-elle doucement. « Et je sais tout. » Et après, l'inspectrice Sarah Dubois arriva moins de 20 minutes plus tard, 2 policiers en uniforme de chaque côté. Elle jeta un coup d'œil à la fillette effrayée, recroquevillée à côté du lit de Marc, et son attitude changea instantanément de policière sceptique à protectrice attentive. « Lila Moreau, » dit Sarah doucement en s'agenouillant pour se mettre à sa hauteur. « Nous te cherchons depuis 6 mois, ma chérie. »« Non, vous ne l'avez pas fait, » répondit Lila d'une voix ferme. « L'enquête sur la mort de mes parents a été close 2 semaines après. J'ai vérifié. » L'expression de Sarah se durcit. « Comment as-tu fait ?» Elle s'interrompit. « Que veux-tu dire par « j'ai vérifié » ? Je sais comment accéder aux archives publiques. Les ordinateurs des bibliothèques ne demandent pas d'identification. » La voix de Lila était petite, mais assurée. « Le dossier de mon papa a été fermé. Les détectives qui y travaillaient ont été mutés. Toutes les preuves ont été scellées. Quelqu'un a voulu que ça disparaisse. » Sarah regarda Marc qui lui tendit la clé USB. Elle dit qu'elle a des preuves. Des images de la nuit où j'ai été attaqué et d'autres choses.
Lila ajouta, « De la nuit où mes parents sont morts de la transaction de drogue que mon papa a vue. Je collecte des preuves depuis des mois. » Sarah brancha la clé sur son ordinateur portable. Ce qui apparut à l'écran fit pâlir son visage. Les images montraient tous les hommes en costume attaquant Marc la plaque de leur voiture, leurs visages éclairés par la lumière de la rue. Mais ce n'était pas tout. La clé contenait d'autres fichiers, des photographies que Lila avait prises avec un appareil jetable volé montrant les mêmes hommes en réunion avec des policiers et des fonctionnaires. Des documents qu'elle avait photographiés dans divers bureaux où elle s'était introduite. Nom, date, lieu. Comment une fillette de 7 ans? Sarah s'interrompit. « Je suis petite. Les gens ne me remarquent pas. Et mon papa m'a appris à observer les détails. » La voix de Lila se brisa légèrement. Il avait raison. Peut-être que ça me sauverait un jour. Les mains de Sarah tremblaient légèrement en faisant défiler les preuves. Lila, c'est lié à quelque chose de bien plus grand que l'affaire de tes parents. Ces hommes, ils font partie d'un réseau de corruption qui remonte jusqu'à... Elle s'interrompit, regardant vers la porte. « Nous ne sommes pas en sécurité ici, » dit Marc. « Ils savent qu'elle possède ces preuves. Ils reviendront. » Sarah acquiesça gravement. « Je dois passer des appels très soigneusement. Il y a des gens en qui j'ai confiance. » Mais elle regarda les photos des policiers sur la clé USB. « Nous ne savons pas à quel point ça va loin. »« Que fait-on » demanda Étienne. Sarah prit sa décision. « Monsieur Lefebvre, vous serez sorti demain, contre avis médical, et j'organise un lieu sûr. Lila, tu es officiellement sous protection, mais nous gardons ça hors dossier. Pour tout le monde, nous ne t'avons jamais retrouvé. »« Et mon père ?» demanda Étienne. « Il vient de subir une opération. Il ne peut pas. »« Je vais bien, » insista Marc, regardant Lila avec une détermination féroce. « Je t'ai fait une promesse. Je ne la briserai pas. » Au cours de l'heure suivante, Sarah passa des appels téléphoniques prudents aux procureurs fédéraux en qui elle avait confiance, ainsi qu'à des agents de la police judiciaire française spécialisés dans les affaires de corruption. Les preuves contenues sur la clé USB de Lila étaient explosives suffisantes pour faire tomber des dizaines de fonctionnaires corrompus pour démanteler une organisation qui opérait à Paris depuis plus d'une décennie. Mais cela faisait aussi de Lila la cible la plus recherchée de la ville. « L'homme qui est venu dans votre chambre, » expliqua Sarah à Marc. « Il s'appelle Victor Castellano. C'est un exécutant de la famille criminelle Moretti, mais il ne s'implique généralement pas dans la corruption politique. Quelqu'un les a engagés pour régler les problèmes en suspens. »« Mon papa, » murmura Lila. Il a vu les gens de Moretti faire une transaction de drogue avec quelqu'un d'important, quelqu'un dans une voiture gouvernementale. Sarah ouvrit un fichier sur son ordinateur. Jacques Moreau a répondu à une fusillade il y a 6 mois et 2 semaines. La victime était un petit trafiquant, pris dans les tirs croisés. Jacques lui a sauvé la vie. Et pendant qu'il intervenait, il a vu qui était présent, le sénateur Richard Blackwood. Les yeux de Marc s'écarquillèrent. Le sénateur qui briguait le poste de ministre régional. Le même. Il utilisait l'organisation Moretti pour éliminer ses rivaux, intimider les témoins et couvrir ses traces. Quand Jacques Moreau avait dit qu'il allait témoigner de ce qu'il avait vu, Blackwood avait ordonné le meurtre. La voix de Sarah se tendit de colère. L'attaque contre vous, monsieur Lefebvre, n'était pas non plus aléatoire. Votre logiciel de chiffrement allait être vendu à l'État. Blackwood ne pouvait pas le permettre. Vos mesures de sécurité auraient exposé ses communications avec Moretti. Alors, il a essayé de tuer mon père avant la signature du contrat, souffla Étienne. Et quand ça a échoué et que vous avez commencé à poser des questions, vous êtes devenu une menace encore plus grande. Sarah regarda Lila.
Cette courageuse petite fille a collecté des preuves pendant 6 mois, vivant dans la rue, risquant sa vie pour que les hommes qui ont tué ses parents rendent un décompte. Et des larmes coulèrent sur le visage de Lila, les premières qu'elle se permettait depuis cette terrible nuit. Étienne l'enlaça fortement et elle ne se dégagea pas. Elle s'accrocha comme si elle se noyait et lui était la seule chose solide dans son monde. « Que se passe-t-il maintenant ?» demanda Marc. Le téléphone de Sarah vibra. Elle lut le message et esquissa un sourire grave, mais satisfait. Maintenant, des agents fédéraux exécutent des mandats. Demain matin, le sénateur Blackwood sera en garde à vue. Victor Castellanos et ses complices sont arrêtés et grâce aux preuves de Lila, ils ne pourront pas acheter leur sortie ni intimider qui que ce soit. « C'est fini », demanda Lila d'une petite voix. Sarah se pencha de nouveau vers elle. « La partie dangereuse s'est terminée. Mais tu as encore un long chemin, ma chérie. Tu auras besoin de counseling, d'un vrai foyer de personnes pour s'occuper de toi. » Lila regarda Marc puis Étienne. Depuis 6 mois, elle était seule. Depuis 6 mois, elle avait survécu sans faire confiance à personne. Mais ces deux-là avaient tenu leur promesse. Ils l'avaient protégée, même si cela mettait leur vie en danger. « Je n'ai plus de famille », dit-elle doucement. Marc échangea un regard avec Étienne et quelque chose de non dit passa entre eux. « Ce n'est pas tout à fait vrai », dit doucement Marc. « Tu nous as, si tu le veux. » « Il y aurait des démarches légales, intervint Sarah rapidement. Vérification de fonds enquête sur le domicile autorisation du tribunal. Ce n'est pas simple. Peu m'importe la complexité, interrompit Marc. Cet enfant m'a sauvé la vie. Elle a passé 6 mois seule à se battre pour la justice courageuse quand la plupart des adultes auraient abandonné. Elle fait désormais partie de la famille. Étienne hocha la tête avec enthousiasme. Tu pourrais avoir ta propre chambre, avec de vrais murs et une porte, et nous avons un très bon cuisinier, et je pourrais t'apprendre à jouer aux jeux vidéo. Pour la première fois depuis la mort de ses parents, Lila sourit. Petit et timide, comme une fleur poussant à travers le béton, mais réelle. « Je peux y réfléchir » demanda-t-elle. « Bien sûr, » dit Marc. « Prends tout le temps dont tu as besoin. » Mais Lila connaissait déjà sa réponse. Elle avait passé 6 mois à courir, 6 mois à se cacher, 6 mois à être seule. Elle en avait assez d'être courageuse toute seule. Parfois, m'avait appris mon père. Le plus courageux est de laisser les autres t'aider. « D'accord, » murmura-t-elle. « Je veux rester. » À l'extérieur de la fenêtre de la chambre de Marc, le soleil se levait sur Paris. Partout des agents exécutaient des mandats. Partout des fonctionnaires corrompus étaient arrêtés. Partout la justice était enfin rendue. Mais dans cette chambre d'hôpital, quelque chose de plus important se passait. Une petite fille qui avait tout perdu apprenait que la famille ne se résume pas au sang. Parfois, c'est les gens qui arrivent quand on en a le plus besoin. Ceux qui tiennent leurs promesses, ceux qui te voient à ton pire et t'aiment quand même. Lila s'endormit sur la chaise de l'hôpital, une main dans celle d'Étienne, l'autre dans celle de Marc. L'inspectrice Sarah Dubois les observa un moment, avant de sortir silencieusement pour coordonner les arrestations finales. Le danger n'était pas complètement écarté. Il y aurait des procès, des témoignages et sans doute des représailles à prévenir. Mais pour l'instant, à cet instant précis, ils étaient en sécurité. Ensemble, une vraie famille. 3 semaines plus tard, Lila se tenait dans sa nouvelle chambre dans la demeure des Lefebvre à Neuilly-sur-Seine. La pièce était plus grande que tout son ancien appartement à Belleville. Mur crème, lit à baldaquin au drap rose, une grande fenêtre donnant sur un jardin sans fin. Cela l'effrayait. « Ça va » demanda Étienne, portant une boîte de vêtements neufs que Marc avait achetée. « C'est trop » murmura Lila. Étienne s'assit à côté d'elle.
Quand maman est morte il y a 4 ans, cette maison me paraissait trop grande aussi. Puis j'ai compris, l'espace n'est pas vide, on le remplit avec de bonnes choses. Et toi, tu es une de ces bonnes choses. Marc apparut dans l'embrasure de la porte, s'appuyant sur sa canne. Lila, le docteur Patricia Hammond est là. C'est la psychologue qui a aidé Étienne après la mort de sa mère. Lila se raidit. « Je n'ai pas besoin de psychologue. Même les plus forts ont besoin de parler, » dit Marc doucement. Les cauchemars qui la réveillaient chaque nuit en hurlant racontaient une autre histoire. « D'accord, je vais essayer. » Le docteur Hammond était douce, avec des yeux bienveillants. Elle ne força pas Lila à parler. Elle sortit simplement un carnet à dessin. « Parfois les mots sont difficiles. Dessine-moi l'endroit où tu te sens en sécurité. » Lila pensait dessiner son ancien appartement, mais sa main traça autre chose. La chambre d'hôpital, le lit de Marc-Étienne lui tenant la main, l'inspectrice Dubois à la porte. « C'est là que j'ai cessé d'être seule, » dit-elle doucement. Elles parlèrent pendant 1 heure. Le docteur Hammond expliqua que la peur avait permis à Lila de survivre dans la rue, mais qu'elle pouvait désormais laisser entrer d'autres émotions, la confiance, l'espoir. Peut-être même le bonheur. Après la séance, Lila trouva Marc dans son bureau. « Le procès, je devrais témoigner. »« Oui, mais tu ne seras pas seul. Nous serons là. » Marc fit rouler sa chaise un peu plus près. « Quand tu as couru dans ma chambre d'hôpital, tu es devenue de la famille. Ton père était un héros, il t'a appris à être courageuse. Je ne cherche pas à le remplacer, mais je te promets que tu n'auras plus jamais à être aussi courageuse toute seule. » Alors les larmes vinrent, les vraies celles qu'elle retenait depuis le placard. Elle pleura pour ses parents, pour les 6 mois de peur et de solitude. Marc la serra dans ses bras jusqu'à ce que les sanglots cessent. « Je témoignerai, dit-elle, quand elle retrouva son souffle, pour mon papa. » Ce soir-là, Lila mangea à une vraie table, entourée de gens qui se souciaient d'elle. Étienne la fit rire avec des blagues ridicules. Marc raconta des histoires de son entreprise. Madame Chen prépara un rôti qui avait le goût de la sécurité. Pour la première fois en 6 mois, Lila alla se coucher sans vérifier 3 fois les verrous, sans cacher de la nourriture, sans dormir tout habillée. Elle avait encore peur, les cauchemars reviendraient sans doute, mais elle n'était plus seule. La paix dura 11 jours. Le téléphone de Marc sonna pendant que Lila et Étienne faisaient leurs devoirs dans la bibliothèque. Quand combien sa voix monta. 3 des associés de Castelliano avaient obtenu une libération sous caution. Le juge Morel, qui avait d'abord refusé la demande, avait été remplacé par un autre magistrat, suspecté d'être lié au réseau de corruption. L'inspectrice Dubois arriva dans l'heure. 3 prévenus ont obtenu la liberté conditionnelle, après que le juge Morel, celui dont on pense qu'il est impliqué dans le réseau, a repris le dossier. « Sommes-nous en sécurité ?» demanda Marc. « Vous avez des agents de sécurité et des policiers à l'extérieur, » répondit Sarah. « Mais je ne vais pas mentir, ces hommes savent que Lila est le témoin clé. » Les mains de Lila se crispèrent. « Je ne me cacherai pas encore. »« Personne ne te le demande, » dit Sarah calmement. « Mais restez dans la propriété. Le procès commence dans 3 semaines. » Son téléphone vibra. Son visage se figea. Le sénateur Blackwood vient de tenir une conférence de presse. Il affirme que les accusations sont fabriquées, que les preuves sont fausses et que la police a forcé une enfant des ruses à mentir. La une du soir affichait « Le sénateur Blackwood accuse une orpheline d'avoir falsifié les preuves. » Lila eut l'impression de recevoir une gifle. Après tout ce qu'elle avait enduré, on la traitait de menteuse. « On riposte », dit Marc. « Non », répondit Sarah vivement. « Si Lila s'exprime publiquement maintenant, cela donnerait des munitions à la défense. Garde ton témoignage pour le tribunal, là où il sera protégé. » « Alors, on les laisse m'insulter », cria Étienne. « Pour l'instant, oui. Quand le jury t'entendra,
Lila, les mensonges de Blackwood n'auront plus d'importance. Cette nuit-là, Lila entendit des voix provenant du bureau de Mark. Elle ne devait pas écouter, mais elle ne put s'en empêcher. « Il menace mon fils maintenant », dit Mark d'une voix grave. Un mot glissé dans son sac à dos. Le sang de Lila se glaça. Étienne avait été menacé à cause d'elle. « On peut renforcer la sécurité », répondit Sarah. « Ce n'est pas suffisant. Qu'est-ce qui les empêchera de… » La voix de Mark se brisa. « Si on empêche Lila de témoigner, Blackwood gagne. Ils viendront quand même la chercher plus tard. Alors que fait, je risquais mon fils pour sauver une affaire. » Lila recula, des larmes coulant sur ses joues. Elle mettait leur vie en danger. Peut-être qu'elle devrait partir. On frappa à sa porte. « Lila, tu dors ?» Étienne entra. « Je t'ai entendu marcher. Un cauchemar, quelque chose comme ça. Papa m'a parlé de la menace. » Il s'assit à côté d'elle. « Ne dis pas que tu dois partir, c'est ce qu'ils veulent. Ensemble, on est plus forts. Mais si quelque chose t'arrive, alors ça arrive. Moi, je ne t'abandonne pas. Tu es ma sœur maintenant. » Sa voix était farouche. « Papa a déjà commencé les papiers d'adoption. T'es collé à nous. » Lila voulut respirer. Il l'avait fait. « Alors, habitue-toi, » sourit Étienne. Lila pleura à nouveau, mais d'un autre type de larmes, gratitude, appartenance, amour. « D'accord, je reste. Je témoignerai. Avec vous. » Étienne acquiesça. Ce qu'il ne savait pas, c'était que Victor Castellano s'entretenait en secret avec le sénateur Blackwood à ce même moment. Le procès commence dans 3 semaines, 3 semaines, pour s'assurer que la petite Moreau n'atteigne jamais le tribunal. Les 14 jours suivants se déroulèrent sous une tension étrange. Lila alla en thérapie, suivit des cours en ligne, apprit les échecs avec Mark et les jeux vidéo avec Étienne. Elle souriait parfois, mais les menaces continuaient un rat mort sur le pas de la porte, des câbles de frein, taillés sur la voiture de Mark, des lettres anonymes, décrivant l'intérieur de la maison, preuve qu'on les observait. « Ils essaient de nous briser », dit Mark. « Le procès commence dans 6 jours. Il faut tenir encore 6 jours. » Le 3e jour, tout bascula. Lila préparait des cookies dans la cuisine quand la sonnette retentit. Madame Chen regarda la caméra et vit l'inspectrice Sarah Dubois à la porte. Quelque chose clochait. Sarah appelait toujours avant d'entrer. Avant que Madame Chen n'ait le temps de réagir, la femme à la porte sortit une arme et fit voler la caméra en éclats. L'alarme de sécurité hurla. « Sortez-la !» cria Madame Chen en poussant Lila vers la porte de derrière. Mais Lila vit la vérité. La femme n'était pas Sarah, seulement quelqu'un qui portait son insigne. Elle aperçut une camionnette noire dans l'allée. Elle vit le feu s'allumer dans le salon, une bouteille incendiaire envoyée à l'intérieur. « C'est une attaque coordonnée », dit Lila d'un ton calme. « Ils veulent nous brûler dehors, puis m'attraper quand on évacuera. » Mark tenta d'appeler le 112. Aucun signal brouillé. « La pièce forte », dit-il. Au sous-sol, il y a une ligne fixe. Ils coururent alors que la fumée envahissait la maison. La fausse inspectrice et son équipe enfoncèrent la porte d'entrée. Ils atteignirent la chambre forte renforcée juste à temps. Mark put composer le numéro d'urgence en respirant mal. « Ici, Marc Lefebvre. Ma maison est attaquée par des individus armés se faisant passer pour la police. Nous avons un témoin protégé. Envoyez tout. » L'aide tarda 7 minutes. Au-dessus d'eux, les assaillants fouillaient. « On sait que vous êtes là, fille Moreau. Sors, et ta famille ne sera pas blessée. » De la fumée glissa sous la porte. Lila regarda les visages terrifiés autour d'elle. « C'est moi qu'ils veulent. Si je sors… » « Non, » dirent Marc et Étienne d'une seule voix. « Nous sommes une famille », ajouta Marc en ouvrant une armoire et montrant une arme à feu.
Ça veut dire qu'on reste ensemble. Des sirènes véritables de pompiers et de police retentirent. Les assaillants pris de panique s'enfuirent. Quand les forces de l'ordre confirmèrent que la maison était sûre, ils purent d'assortir. La maison était détruite, fumée, incendie, dégâts des eaux partout, mais ils étaient en vivant. La vraie inspectrice Sarah Dubois arriva furieuse. « On m'a cloné mes identifiants. Comment avez-vous su ?» demanda T.L. « Elle n'a pas appelé avant, » répondit Madame Chen, et l'insigne était à l'envers. « Je vous reloge ce soir, » annonça Sarah d'un ton sec. « Garde à vue protectrice dans un lieu sûr, ce n'est pas une demande. » Cette fois, Marc n'argumenta pas. Pendant qu'ils récupéraient ce qu'ils purent, Lila regarda les ruines. Il y a 6 mois, elle avait tout perdu. Maintenant, des gens détruisaient des maisons à cause d'elle. « On va s'en sortir, » dit Étienne en prenant sa main. « C'est ça qui compte. La maison, ce n'est pas un bâtiment. C'est nous. » « Encore 3 jours avant le procès, » dit Lila. « 3 jours alors, on les fera payer. » Le lieu sûr mis en place fut un appartement discret à Paris. Pas de fenêtres donnant sur la rue, portes renforcées, caméras intérieures, partout protégé par des unités de protection, des témoins des forces de l'ordre. L'endroit ressemblait à une prison, mais c'était le lieu le plus sûr disponible. 2 jours plus tard, l'inspectrice Sarah Dubois arriva avec l'adjoint du procureur Michel Torres. « Lila, je dois te préparer pour le tribunal. La défense va tenter de te discréditer, de te faire passer pour une menteuse. »« Je m'en fiche, » dit Lila. « Je sais, mais ils diront que oui. Ils diront que Marc t'a payé pour mentir. » Torres était ferme. « Reste calme, peu importe ce qu'ils diront. »« Tu peux faire ça. » Lila hocha la tête. Ils passèrent 3 heures à s'entraîner. Torres posa toutes les questions difficiles que la défense pourrait poser. Lila répondit avec assurance, sans jamais vaciller. « Tu seras une excellente témoin, » dit enfin Torres. « Avec ton témoignage et les preuves, nous les ferons condamner à vie. » Pendant le dîner, le téléphone de Marc sonna. « Oui, quoi ?» Son visage se décomposa. Quelqu'un avait piraté les serveurs de son entreprise. Toutes les copies de sauvegarde des preuves de Lila avaient été volées. Sarah arriva rapidement. La clé USB avait disparu aussi. Quelqu'un avait accédé au coffre de preuves de la police judiciaire. Il savait exactement où il se trouvait. « Comment est-ce possible ?» demanda Marc. « Quelqu'un de l'intérieur. Nous avons une taupe. » La pièce se tut. Quelqu'un en qui ils avaient confiance travaillait pour Blackwood. « Le procès commence demain, » dit Torres. « Sans preuve physique, ça devient beaucoup plus difficile. Nous avons le témoignage de Lila, mais sans image pour le corroborer. La défense peut prétendre que j'ai tout inventé, » acheva Lila. « Nous avons quand même des preuves médico-légales des attaques, » dit Sarah désespérément. « Mais nous ne pouvons pas prouver le complot de corruption, » dit Torres. « Nous ne pouvons pas relier Blackwood à ces faits sans les preuves de Lila. Au mieux, nous pouvons espérer mettre Castellano derrière les barreaux. Blackwood lui s'en sortira. L'homme qui a ordonné la mort de ses parents resterait libre. « Alors que fait-on » demanda Étienne à voix basse. « Nous témoignons quand même et espérons que le jury nous croira, » répondit Marc tristement. « J'ai fait des copies, » dit soudain Lila. Tous la regardèrent. « J'ai fait des sauvegardes, plusieurs sauvegardes. Je n'allais pas risquer de perdre tout ce pourquoi papa est mort. » Lila se leva. « Je n'ai dit à personne, je ne savais pas en qui je pouvais avoir confiance. »« Où sont les sauvegardes ?» demanda Sarah avec urgence. « Coffre bancaire à la Banque fédérale de Paris sous un faux nom. J'ai obtenu une fausse pièce d'identité grâce à un type des rues. » Sarah était bouche bée. « Tu as 7 ans et tu as commis une fraude d'identité pour protéger des preuves. J'ai fait ce que je devais faire. »« Demain matin, nous récupérons ces preuves, » dit Torres, « et nous allons coincer ces salauds. » Marc prit Lila à part. « Tu n'as jamais cessé de te battre, n'est-ce pas? »
Papa m'a appris à ne jamais abandonner. Il serait tellement fier. Je suis fier de toi. Demain, on termine ça, dit Lila. Pour papa. Mais cette nuit-là, l'un des maréchaux qui les protégeait, Marshall Davis, passa un appel. Ils ont des preuves de secours coffre bancaire de la Banque fédérale de Paris. Il raccrocha impassible. La taupe n'était pas au sein de la police judiciaire. Elle était là portant un badge. Et il venait de les trahir pour un demi-million d'euros. Le matin du procès se leva froid et gris. À 6 heures, Sarah arriva avec un convoi de 3 véhicules. Nous récupérons d'abord les preuves, puis direction le tribunal. Marshall Davis, qui avait passé l'appel secret, se plaça à la porte. Je prends la tête. Quelque chose chez lui fit hurler l'instinct de Lila Danger. Mais elle n'avait que 7 ans. Qui l'écouterait? Ils se dirigèrent vers la Banque fédérale de Paris. Lila dans le véhicule du milieu, avec Marc-Étienne et Sarah. Davis conduisait un autre maréchal à ses côtés et 2 autres agents dans les véhicules avant et arrière. À 15 minutes de la banque, Davis parla dans sa radio, empruntant un itinéraire détourné à cause du trafic. « Quel trafic? Le trajet est libre, » dit Sarah. Davis tourna dans une rue latérale. Les autres véhicules le suivirent. « Quelque chose cloche, » dit Lila inquiète. « Il nous conduit vers eux, » cria Lila. « C'est la taupe. » Davis freina brutalement dans une zone industrielle vide. Les autres maréchaux semblaient au confus, cherchant leur radio. Davis pointa son arme sur Sarah. Tout le monde dehors maintenant. « Davis, que fait? » Tu demandes à Sarah. « Je suis payé assez pour prendre ma retraite. La fille et les preuves. C'est tout ce qu'ils veulent. » Ils descendirent lentement. Une SUV noire arriva. Victor Castellano en sortit souriant. Petite Lila Moreau. « Tu m'as causé des ennuis. Ton père aussi. Tu as tué mes parents, » dit Lila calmement. « Ton père aurait dû se taire. Maintenant, où sont les preuves de secours? » Lila regarda Marc-Étienne et Sarah. Elle pensa au courage de son père. Coffre 447. Nom, Sarah Moreau. Davis accompagne-la pour le récupérer, ordonna Castellano. J'y vais avec elle, dit Sarah. Pas de négociation. Mais Lila remarqua que les autres maréchaux s'étaient repositionnés pour les encercler. Et au loin, des sirènes se faisaient entendre. Étienne avait déclenché une alerte d'urgence sur son téléphone. Davis entendit les sirènes, son expression changea en panique. « Il faut bouger maintenant. » Pas le temps, dit froidement Castellano, en visant Lila. « Donne-moi les coordonnées du compte. Si tu me tues, tu n'auras jamais les preuves. Je n'ai pas besoin que tu restes intact. » Castellano visa Étienne. Mais lui, je n'en ai pas besoin. Tout se produisit en même temps. Marc se jeta devant Étienne. Sarah tira sur Castellano. Les autres maréchaux ouvrirent le feu sur Davis, et Lila courut non pas pour fuir, mais vers le SUV noir. Elle monta dans le véhicule. Les clés étaient sur le contact. Elle ne pouvait pas atteindre les pédales, mais elle passa la vitesse et dirigea depuis son siège. « Lila, arrête !» cria Sarah. Mais Lila n'était plus la victime. Elle fixa Castellano droit dans les yeux. Il plongea sur le côté et le SUV percuta un poteau d'éclairage. L'airbag se déploya. Quand sa vision se clarifia, Castellano était au sol, le pistolet de Sarah sur sa tête. Davis était blessé et menotté. La police arriva en force. Marc et Étienne la tirèrent du véhicule accidenté. « Tu es blessé? »« Ça va, » répondit Lila. Elle observa Castellano, emmené menotté. « Tout le monde va bien. »« Oui, tout le monde va bien. Tu aurais pu mourir, mais pas moi. » Lila regarda le chaos autour d'elle. Maintenant, il ne pouvait plus leur faire de mal. Sarah rangea son arme. « C'est la chose la plus stupide et la plus courageuse que j'ai jamais vue. »« On a gagné, » demanda Lila. « Les preuves sont encore à la banque. Castellano et Davis sont en garde à vue. On les a filmés en train de tenter un meurtre, » sourit Sarah.
Oui, gamine, on a gagné. Avec Castellano et Davis inculpés et prêts à témoigner contre Blackwood pour réduire leur peine, l'affaire du parquet devenait infiniment plus solide. Alors qu'ils se dirigeaient vers le tribunal dans un véhicule sécurisé, Lila regarda la ville dans laquelle elle avait survécu et sentit enfin la justice se réaliser. Quand on demandera comment on s'est rencontrés, dira Étienne, ça va être une sacrée histoire. Lila rit, un vrai rire. Oui, vraiment, dit-elle. Demain, elle témoignera des pires moments de sa vie, mais aussi du courage de la justice et d'une famille qui se choisit. Son père lui avait appris que le savoir est le pouvoir. Mais Marc et Étienne lui avaient enseigné quelque chose de plus important. L'amour est une force. Ensemble, ils étaient invincibles. Le palais de justice se dressait comme un monument à la justice, ses colonnes de marbre brillant au soleil du matin. Lila se tint à l'entrée, tenant la main de Marc d'un côté et celle d'Étienne de l'autre. « Prête ?» demanda Marc doucement. « Je le suis depuis 6 mois. » À l'intérieur, la salle était pleine. Le sénateur Blackwood était à la table de la défense dans un costume coûteux. Quand ses yeux croisèrent ceux de Lila, il sourit froidement et avec calcul. Lila ne détourna pas le regard. Elle avait trop survécu pour se laisser intimider par un sourire. L'adjoint du procureur Michel Torres s'avança. Les preuves sont authentifiées. Castellano et Davis ont accepté de témoigner contre Blackwood, mais ton témoignage sera décisif. Prête, oui, monsieur. Le procès se déroula méthodiquement. L'accusation présenta les preuves de secours-images, documents, photographies, reliant Blackwood à la criminalité organisée. Des témoins et experts furent appelés. Le 3e jour, Lila Moreau fut appelée à la barre. La salle devint silencieuse lorsque la fillette de 7 ans s'avança. L'huissier lui tendit une Bible. Sa main semblait minuscule sur le volume. « Jurez-vous de dire la vérité, toute la vérité, et rien que la vérité, je le jure. » Elle s'assit sur la chaise du témoin, les pieds dans le vide. Torres s'avança avec un sourire bienveillant. « Veuillez décliner votre identité pour le procès. » « Lila Moreau, j'ai 7 ans. Lila peut, tu raconter au jury ce qui s'est passé, le 15 avril. » Lila inspira profondément. Elle raconta les jeux de cache-cache avec sa mère, le placard, les coups de feu, le silence terrible. Sa voix se brisa en décrivant les corps de ses parents. Mais elle ne pleura pas. Le moment était venu de dire la vérité. Elle expliqua comment elle avait survécu dans la rue, comment elle avait été témoin de l'attaque contre Marc et qu'elle avait reconnu les mêmes hommes. « Pourquoi as-tu recueilli des preuves ?» demanda Torres. « Parce que mon papa m'a appris que le savoir est le pouvoir. Il disait, si tu sais aider les gens, tu ne te sentiras jamais impuissante. » Lila regarda le jury. « Je me sentais impuissante quand mes parents sont morts, mais je pouvais encore faire en sorte que ces hommes ne fassent de mal à personne d'autre. »« Peux-tu identifier qui a ordonné les attaques ?» demanda Torres. Lila pointa Blackwood. « Cet homme, il voulait tuer mon papa parce que papa l'avait vu sur une scène de crime. Il voulait tuer M. Lefebvre parce que la sécurité de son entreprise aurait exposé ses communications avec des criminels. » Torres lui montra les preuves, pièce par pièce. Lila expliqua comment elle avait collecté chaque élément. Le jury écouta captivé. Puis vint l'interrogatoire de la défense. L'avocat de Blackwood, M. Thorin, s'avança avec condescendance. « Mademoiselle Moreau, vous avez commis des crimes dans la rue effraction, intrusion, fraude d'identité. J'ai fait ce que je devais pour survivre et obtenir justice pour mes parents. Donc, vous admettez être une criminelle, une enfant troublée, qui pourrait confondre réalité et fantaisie. Objection, s'écria Torres. L'avocat harcèle le témoin. Sustained. Monsieur Thorin, ce témoin a 7 ans. Soyez respectueux. Thorin changea de tactique. N'est-il pas vrai que Marc Lefebvre vous a promis l'adoption si vous témoignez?
Non, monsieur. Monsieur Lefebvre a promis de me protéger parce que j'ai sauvé sa vie. L'adoption est venue plus tard. Mais vous avez un motif de mentir. Une belle maison, une famille riche, dépendant de la condamnation du sénateur Blackwood. Lila regarda Mark et Étienne, puis Thornton, et tout le monde entendit la vérité dans sa voix. J'avais déjà une famille. Ma maman et mon papa m'aimaient. Puis votre client les a enlevés. Des larmes coulèrent, mais sa voix resta forte. Je donnerais tout la maison, l'adoption, tout pour avoir un jour de plus avec mes vrais parents, mais je ne peux pas. Alors à la place, je fais en sorte que votre client paie pour ce qu'il a fait, pas pour moi. Pour chaque famille qu'il a détruite, parce qu'il se croyait au-dessus des lois. La salle d'audience était silencieuse. Plusieurs jurés pleuraient. Thornton n'eut plus de questions. Le procès dura encore 2 jours. Castellano et Davis témoignèrent. L'épreuve était accablante. Le jury délibéra pendant 4 heures. Lorsqu'il revint, les 4 femmes se levèrent. Pour tous les chefs d'accusation, complot en vue de commettre un meurtre, corruption, racket, obstruction à la justice, nous déclarons l'accusé, Richard Blackwood, coupable. La salle éclata, mais le marteau du juge Reynard rétablit le silence. Monsieur Blackwood, vous avez utilisé votre position pour commettre des crimes odieux. Cette cour vous condamne à la prison, à vie sans possibilité de libération conditionnelle. Lila sentit le bras de Mark autour d'elle et Étienne lui prit la main. Ils avaient gagné. 3 mois plus tard, Lila se tenait au tribunal pour la famille. Le manoir avait été reconstruit. Sa chambre avait des photos de ses parents sur un mur et de sa nouvelle famille sur l'autre. Lila Moreau dit chaleureusement la juge Dubois. « Comprends-tu ce que signifie l'adoption? » « Oui, votre honneur. Cela veut dire qu'ils seront ma famille pour toujours. C'est ce que tu veux? » Lila regarda Mark, qui avait tenu toutes ses promesses, et Étienne, qui était devenu le frère qu'elle n'avait jamais eu. « Oui, votre honneur. C'est ce que je veux. Alors c'est un honneur pour moi de prononcer cette adoption. Lila Moreau et Lefebvre, bienvenue dans votre famille. » Mark la serra dans ses bras. Étienne se joignit à eux. 3 personnes qui s'étaient trouvées dans la tragédie et avaient bâti quelque chose de beau. Cette nuit-là, ils célébrèrent. L'inspectrice Sarah Dubois apporta un album photo de Jacques Moreau et Catherine Moreau. « Vos parents étaient des héros, dit Sarah. Souvenez-vous toujours d'eux. Je ne les oublierai jamais, dit Lila. Ils ont fait de moi ce que je suis. Et maintenant, vous êtes encore plus de gens qui m'aiment. Tu n'as pas à choisir entre les familles, dit Mark. Tu peux aimer les deux. Lila comprit. Aimer Mark et Étienne ne voulait pas dire oublier ses parents. Cela signifiait honorer leur mémoire, en acceptant l'amour, en construisant une nouvelle vie, tout en gardant l'ancienne vivante dans son cœur. Elle posa 2 photos sur sa table de chevet, ses parents biologiques et sa nouvelle famille. Les 2 y avaient leur place. Les 2 étaient chez elle. Le lendemain matin, Léla se réveilla sans cauchemar pour la première fois depuis 8 mois. En bas, Marc préparait des crêpes, tandis qu'Étienne dressait la table. « Spécial du jour, dit Marc. Exactement 1 an depuis la nuit où tu m'as sauvé la vie. Il y a 1 an, elle était seule et terrifiée. Maintenant, elle était en sécurité et aimée. » Ils allèrent au cimetière. Lila posa des fleurs sur la tombe de ses parents. « Salut, maman. »« Salut, papa. Je vais bien. Marc et Étienne prennent bien soin de moi. Je suis heureuse. J'espère que ça vous rend heureux aussi. » Le vent agita les arbres et Lila choisit de croire que c'était ses parents qui lui répondaient, lui disant qu'ils étaient fiers. Sur le chemin du retour, Lila pensa à tout ce qu'elle avait survécu et appris. « Je pensais que chez soi était un lieu, dit-elle. Mais ce n'est pas ça. Chez soi, ce sont les gens qui vous aiment quoi qu'il arrive, qui se battent pour vous, qui tiennent leurs promesses. » Exactement, dit Marc. Alors merci d'être toujours mon chez-moi. Voilà ce que fait la famille.
Lila crut enfin être en sécurité. Elle avait perdu une famille à cause de la violence, mais en avait gagné une autre grâce au courage et à l'amour. Son père lui avait appris qu'aider les autres signifiait qu'on n'était jamais impuissant. Il lui avait enseigné quelque chose de plus profond. Même dans l'obscurité, on a du pouvoir. Le pouvoir de choisir le courage plutôt que la peur, la justice plutôt que la vengeance, l'espoir plutôt que le désespoir. Lila Moreau-Lefebvre avait été un ange de la rue qui avait sauvé un homme mourant. Mais ils s'étaient en sauvés mutuellement. Marc et Étienne lui avaient donné un foyer et une famille. Elle leur avait rappelé que la famille se construit à partir des promesses que l'on tient. Demain, elle commencerait le CE2. La semaine prochaine, une autre séance de thérapie. Dans un mois, des vacances en famille. Elle avait désormais un avenir. Elle avait des gens qui l'aimaient. Elle avait de l'espoir. Et pour la première fois, elle était vraiment chez elle.